Tout à l'heure, mon collègue et ami Johan a plaidé en faveur des méthodes allemandes. Moi, en tant qu'Allemand, je vais faire un peu le contraire. Je vais plaider, grâce à mes expériences du manuel franco-allemand, en faveur des méthodes françaises. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues français, permettez à l'allemand que je suis de vous dire toute ma reconnaissance de pouvoir être parmi vous qui avez organisé cette journée d'études franco-allemandes pour commémorer les premières recommandations sur les manuels d'histoire ici, à cet endroit, au lycée Saint-Louis. C'était le lieu de travail de Jules Isaac, avant de devenir inspecteur général. Nous travaillons aujourd'hui dans le sillage de ces projets. Jules Isaac fut l'artisan du rapprochement franco-allemand sur le plan de l'enseignement de l'histoire. Mais l'Allemagne lui a mal rendu ses efforts. Sa femme et deux de ses enfants déportés furent assassinés à Auschwitz. Mais malgré cette catastrophe qui s'abattit sur sa vie, Isaac a accepté de prononcer le discours d'ouverture aux rencontres des professeurs français et allemands en 1961 à Aix-en-Provence. Car sa méthode, la méthode des deux points de vue qu'il avait appliquée déjà en 1930, à l'époque une méthode révolutionnaire. Hubert en a déjà parlé. Après avoir expliqué les faits d'un point de vue français, il citait dans son manuel des extraits de manuels allemands pour montrer comment la même question apparaissait aux jeunes Allemands. Cette méthode d'Isaac était aussi la méthode des rencontres franco-allemandes. Les approches comparatives de l'enseignement de l'histoire étaient et sont en général concentrées sur le contenu et les interprétations. On parle des représentations données du colonialisme, de la Grande Guerre ou de telle ou telle bataille importante. Mais très rarement, presque jamais, on ne parle de ce que nous faisons tous les jours en classe, c'est-à-dire enseigner notre discipline, l'histoire. Nous savons, grâce à notre formation scientifique, qu'il y a des points de vue différents sur les événements historiques. Et c'est pourquoi nous pratiquons la diversité des perspectives, la multiplicité, même à l'égard des sujets qui, pour nos ancêtres, faisaient partie des chasses gardées de la patrie. Je pense aux origines de la guerre ou bien aux valeurs des traités de paix. En tant qu'historiens, nous avons conscience de cette relativité de nos regards sur les événements historiques. Et c'est en grande partie grâce aux exploits des rencontres franco-allemandes sur les manuels scolaires, grâce aux principes chers à Jules Isaac, la méthode des deux points de vue. Mais nous ne sommes pas seulement des historiens, nous sommes aussi et surtout des professeurs, des pédagogues. Nous avons bien appris comment enseigner. Pendant notre formation pédagogique, on nous a expliqué comment se comporter professionnellement devant les élèves. Nous savons faire la différence entre une bonne et une mauvaise façon d'enseigner. À cet égard-là, il n'y a pas de multiplicité, mais vrai et faux. La question, comment nous posons à nos élèves des questions, les réponses que nous attendons d'eux, leur possibilité d'intervenir au cours, le rôle que nous leur donnons dans les processus d'apprentissage. Bref, les facettes diverses de l'interaction entre professeurs et élèves, entre élèves et élèves, la manière de travailler en classe, tout cela est le b.a.-ba de notre profession. Et c'est pourquoi nous n'arrivons que difficilement à imaginer qu'on puisse faire autrement. Nos méthodes sont en quelque sorte la matrice de ce que nous représentons en classe. Car enseigner veut dire se servir des méthodes. Ces méthodes sont-elles universelles? On pourrait le croire. Eh bien, non. L'expérience de co-directeur du manuel franco-allemand m'a fait comprendre que l'acte d'enseigner est déterminé par une longue et parfois lourde tradition nationale et cet acte-là est nullement universel. On a lu entre collègues français et allemands que très rarement des controverses sur le contenu.
Nous devions donc écrire des scénarios didactiques sur des sujets qui ne donnaient pas lieu à des controverses. Chose facile, dirait-on. Mais le contraire est vrai. Rédiger des pistes de travail, formuler des questions, fil conducteur, introduire une source, Joanne en a parlé tout à l'heure, tout cela se fait en fonction d'une culture enseignante strictement définie par des traditions nationales. Ce que les Allemands proposaient comme piste de travail était aux yeux des Français parfois trop ludique, pas vraiment sérieux, tandis que les questions proposées par les Français étaient pour les Allemands parfois trop simples, la pure reproduction sans réflexion, donc pas de niveau d'exigence 3. On a débattu sur des questions de méthode, comme Jules Isaac et Arnold Reimann ont débattu à l'époque sur le contenu, les événements et leur interprétation. Pendant nos discussions, je me suis rendu compte que ce que je tenais jusqu'alors pour des vérités acquises n'était valable que dans les limites des mes frontières nationales, voire régionales, en raison du fédéralisme allemand. La prise en conscience des critiques de mes collègues français m'a obligé de reconsidérer mes propres positions et convictions sur les critères qui définissent un bon enseignement de l'histoire. Pour être clair, il ne s'agit pas de bouleverser nos méthodes, mais deux points sont importants. D'abord, connaître les méthodes de l'autre pour éviter des malentendus, car ce ne sont plus les événements ou leurs interprétations qui nous, professeurs français et allemands, en cause aujourd'hui, c'est la perception réciproque de nos comportements en classe qui crée aujourd'hui des malentendus. Au pire, elle mène à la conviction que notre propre enseignement est bien meilleur, plus performant ou plus exigeant que celui de l'autre. Et puis, reconnaître, grâce à un changement de perspective, la faiblesse de notre propre enseignement pour pouvoir s'inspirer de l'autre. Voilà l'enjeu. Je vais y répondre dans un premier temps en rappelant quelques principes fondamentaux de l'enseignement allemand de l'histoire. Ensuite, je vais présenter des exemples qui montrent comment nos deux enseignements sont différents en ce qui concerne les méthodes, même s'il s'agit des sujets qui font l'unanimité entre nous. Et finalement, dans le troisième temps, je vais présenter un exemple d'inspiration des méthodes de l'autre. Alors, mon premier point, les principes fondamentaux de l'enseignement allemand de l'histoire. Pour faire comprendre l'essentiel de ces principes, je commence par des réactions que quelques questions et exercices du manuel franco-allemand qui correspond à la pratique pédagogique en usage en France ont déclenché chez les didacticiens allemands. Dans le volume du manuel destiné à la classe de première, on trouve entre autres les questions suivantes. Quelles sont les orientations décisives pour le 19e siècle adoptées lors du congrès de Vienne? En quoi la monarchie constitutionnelle prépare-t-elle l'instauration progressive d'un régime parlementaire en France? Comment la France est-elle devenue républicaine en dépit d'un contexte difficile? Et tels exercices, habituels en France, ont pour but soit de développer une problématique, soit de tester l'assimilation des élèves, par les élèves, des connaissances ainsi que leurs aptitudes à les restituer. Or, ces exercices se sont heurtés à l'opposition résolue de certains didacticiens allemands. Ces questions se situent à l'intérieur d'un espace de solution clos sur lui-même. Elles n'ont d'autre but que, je cite Andreas Körber, professeur à l'université d'Hambourg et l'un des didacticiens le plus écouté en Allemagne, la restitution d'une interprétation considérée préalablement comme juste, que les auteurs de manuels et les enseignants connaissent et que les élèves se doivent de reproduire. De telles questions se font, selon Andreas Körber, obstacle au développement de l'autonomie de jugement des élèves et à leur capacité réflexive
parce qu'elles n'offrent pas un espace de solution ouvert et qu'elles ne font pas place au pluralisme. Cette critique dévoile ce qui est essentiel pour la doxa allemande, inciter les élèves à une réflexion personnelle pour leur permettre de développer l'autonomie de jugement. Il s'agit, pour les didacticiens comme Andreas Körber, de faire passer l'enseignement de l'histoire d'une discipline de bachotage à une discipline qui apprend aux élèves à penser. Et c'est aussi la réponse qu'on donne à ceux, comme moi, qui restent sceptiques face aux orientations actuelles de l'enseignement, orientations qui favorisent des compétences au détriment des contenus. Dans une telle conception, les exercices qui visent à assumer une bonne assimilation des connaissances et l'aptitude à les restituer de manière claire et structurée ne sont pas vraiment valorisés. Dans le même registre se trouve le rejet des questions qu'on appelle en allemand W-Fragen, c'est-à-dire des questions qui commencent par un W, comme comme qui, vers, quoi, was, comment, wie, pourquoi, warum. On leur reproche de n'offrir qu'un espace de solution clos, de faire comme s'il y avait une seule réponse juste et d'empêcher ainsi les élèves à se lancer dans une réflexion critique. Au lieu de poser des questions, le professeur allemand donne des consignes de travail, Arbeitsaufträge. Elles sont introduites non pas par un mot interrogatif, mais par des incitations, en allemand des Operatoren. Il s'agit des verbes conjugués à l'impératif qui incitent l'élève à une certaine opération intellectuelle. Par exemple, décrire, expliquer, prenez position. Les incitations correspondent à un niveau d'exigence, un Anforderungsbereich, bien précis. M. Stupperich et M. Baumgartmann ont déjà expliqué qu'il y en a 3. Le premier niveau mesure la capacité de restituer un savoir. Le second niveau correspond à l'aptitude à expliquer, à traiter et à organiser des connaissances. Le troisième niveau mesure l'aptitude d'un élève à élaborer avec réflexivité un problème nouveau, à mettre en œuvre pour cela des méthodes appropriées et à en tirer de nouvelles connaissances dans le but d'arriver à des interprétations, à des évaluations et à des jugements. Des incitations spécifiques sont attribuées à chaque niveau d'exigence. Par exemple, résumer, décrivez, c'est le niveau 1, la reproduction. Analyser, expliquer, c'est le niveau 3, le niveau 2, l'explication. Et évaluer, prenez position, c'est le niveau 3, le jugement. En fonction de l'incitation, l'élève doit faire une opération intellectuelle spécifique. Reproduire, expliquer ou juger. Du point de vue de leur importance pour le cours donné en classe, les niveaux d'exigence correspondent au plan en France. Le plan à la française doit assurer une structure logique. Il est la garantie de la clarté de l'argumentation et la preuve d'une bonne maîtrise du sujet par l'élève. En revanche, ce que l'on attend de l'élève allemand, c'est qu'il démontre sa capacité à justifier son jugement de manière autonome, à tirer des conclusions, à élaborer une interprétation et à construire une évaluation. Ce qui importe, c'est d'aider les élèves à développer leur aptitude au travail personnel et à un jugement autonome. Cela explique la place centrale tenue dans la pratique pédagogique de tous les jours des notions telles que rapport au présent, Gegenwartsbezug, ou l'orientation d'action, Handlungsorientierung. L'objectif est de faire en sorte que les élèves prennent en toute autonomie une part active à l'enseignement,
en ayant toujours présent à l'esprit les retombées pour le présent. Les programmes de tous les Länder le demandent explicitement. La compétence de jugement, Urteilskompetenz, et la compétence d'action, Handlungskompetenz, sont les deux faces d'une même médaille. La capacité de former d'une manière autonome un jugement est vue comme la condition sine qua non pour participer à la vie sociale en démocratie. Elle appelle à l'action ce qui correspond dans la langue des programmes de la Rhénanie du Nord-Westphalie à la compétence, je cite, de donner une efficacité aux résultats de la réflexion historique dans le monde du quotidien. En allant au bout de cette conception, tout savoir qui ne transmet pas de compétences pour résoudre des problèmes serait un savoir inerte, träges Wissen, comme disent les programmes de mon pays, la Basse-Saxe, donc savoir inerte, träges Wissen, c'est un savoir, c'est une citation du programme de la Basse-Saxe, un savoir qui ne peut pas être appliqué ni dans l'actualité, ni dans les contextes différents. Alors, allez-vous me demander, chers collègues français, comment cela fonctionne-t-il en classe? Pour ne pas me perdre dans une multitude d'exemples, j'ai choisi un manuel récent de 2011, tout à fait représentatif du niveau collège, correspondant à la classe de 4e en France. Zeit für Geschichte, c'est le nom du manuel. Je vais vous présenter l'exemple de la fête de la Masson pendant la dictature nazie, nommée Fête impériale de la moisson. Une double page comparable à ce qu'on appelle dans les manuels français une double page de dossier est consacrée à la fête impériale de la moisson sur le Bückeberg en Basse-Saxe. Le Bückeberg, c'est une petite colline en Basse-Saxe où chaque année le régime nazi mettait une grande manifestation en scène. Comme source, il y a un extrait de manuel scolaire nazi qui transmet l'enthousiasme de l'époque, et puis un texte d'auteur qui explique l'évolution et le déroulement de cette fête nazie. On apprend qu'à partir de 1937, les manœuvres gigantesques de la Wehrmacht étaient une partie intégrale de la fête. Ce texte et les images insistent sur la mise en scène du régime. À la fin, on explique qu'aujourd'hui, les communes voisines de l'ancien lieu de la fête de la moisson veulent y ouvrir un terrain à bâtir, mais qu'il y a un débat là-dessus. Comme il s'agit d'un lieu historique important, ne devrait-il pas être classé monument historique? Voilà la dernière phrase du texte d'auteur. Comment travailler avec ces matériaux? Regardons les pistes de travail et vous allez remarquer qu'il n'y a pas de questions, mais des incitations. Les voilà. Explique quel but les national-socialistes poursuivaient par les grandes manifestations comme la fête de la moisson. Puis, 2A, informe-toi sur les buts auxquels la protection des monuments peut servir. Et B, prends position. Le terrain doit-il être classé monument historique? Selon toi, qu'est-ce qui joue pour, qu'est-ce qui joue contre? Et troisième question, discutez en vous si une plaque commémorative devrait être installée à cet endroit et, si oui, quelle inscription elle devrait avoir. Tandis que la première tâche demande une analyse historique, les deux autres demandent des jugements de valeur aux élèves, parce qu'ils sont appelés à évaluer l'importance d'un événement historique pour leur présent et à venir. En rédigeant le texte d'un panneau commémoratif, ils appliquent la consigne du programme, donner une efficacité aux résultats de leur réflexion historique dans le monde quotidien. Une telle rédaction n'est possible qu'à condition qu'avoir compris l'événement, ce qui est assuré par la première tâche. Il serait donc injuste de critiquer de tels exercices comme peu sérieux, comme étant une sorte de gadget, en disant les élèves ne font que n'importe quoi. Eh bien, non.
ils acquièrent du savoir historique sur le fonctionnement d'une dictature totalitaire. Ils comprennent l'attractivité du régime nazi et doivent en tirer les conséquences sur les plans de la mémoire, c'est-à-dire se prononcer sur la manière d'assumer le passé. On est donc au cœur des valeurs d'une société démocratique. Dans l'équipe du manuel franco-allemand, on a eu des débats sur cette sorte d'exercice. Les collègues français étaient réticents, Daniel Henry et Guillaume Lecomte. Même si je suis assez convaincu de l'exemple que je viens de vous présenter, je sais bien qu'il y a des raisons pour critiquer l'approche allemande. Et peut-être en raison de mes expériences en France, je pense que certains aspects de l'approche française pourraient inspirer nous autres Allemands. Maintenant, je ne veux pas commettre de la haute trahison didactique. Et si je suis injuste face à la dictature allemande, mon président, M. Baumgartmann, est là et il va me corriger. Hein. Il y a un problème de l'enseignement allemand, surtout depuis l'orientation à outrance vers les soi-disant compétences. C'est la pertinence de l'analyse historique. Et M. Stupperich vient de nous montrer ce problème en parlant de la réforme allemande. Tout à l'heure, il nous a mis en garde contre les jugements de valeur qui ne sont pas fondés sur une analyse précise et contre des procédés qui surchargent les élèves. Et cela m'amène à mon deuxième point, l'utilisation du même document dans un contexte français et allemand. Nous connaissons tous cette image du petit journal. La France va porter librement au Maroc la civilisation, la richesse et la paix. Elle se trouve dans presque tous nos manuels français et allemands pour expliquer la façon dont le colonialisme français a été justifié. Mais nous utilisons cette image très différemment. Pour présenter le colonialisme, les manuels allemands proposent souvent des scénarios pour un travail en équipe. Les élèves sont regroupés en équipes dont chacune prépare une étude de cas, soit par pays, donc le colonialisme anglais, français, allemand, soit par thème, donc les motifs, les justifications du colonialisme, les formes de domination. Voilà l'exemple du manuel Entdecken und Verstehen qui suit plutôt l'approche thématique. Une double page explique d'abord la manière dont les élèves doivent travailler et puis les études de cas sont présentées pour que les élèves puissent en choisir une. Les voilà. Pourquoi les États industrialisés se sont partagés le monde? Quelle civilisation ancienne y avait-il en Afrique? Comment l'impérialisme fut-il justifié? Galéré pour l'Allemagne au Cameroun. Comment s'est produit le génocide en Afrique sud-occidentale allemande? À la fin, une page de méthode explique les techniques de présentation. 4 étapes sont distinguées: trouver une documentation, faire un plan, trouver des moyens pour illustrer les propos, comment faire pour parler librement. Qu'est-ce que les élèves apprennent ici? Ils apprennent à argumenter, à parler devant du groupe, à organiser eux-mêmes leur travail, à travailler ensemble et à se fixer des horaires, surtout à les respecter et à écouter leurs camarades et discuter avec eux. Le rôle du professeur est assez complexe. Il doit faire en sorte que les élèves produisent des résultats valables dans les équipes tout en se gardant d'intervenir tout directement. Le prof a fait un bon travail quand les élèves ont préparé et présenté d'une manière autant que possible autonome leurs résultats et que, dans la classe, ils ont échangé sur les résultats présentés. Je ne veux pas critiquer ce scénario-là, j'en suis convaincu, mais je veux l'améliorer. Regardons d'un peu
d'un peu plus près ce qui est présenté pour travailler sur les justifications du colonialisme. On y trouve l'image du petit journal. À part le sous-titre, il n'y a aucune explication. Pour présenter les résultats de leur travail, on propose aux élèves: faites un croquis de l'image 1 dans votre cahier et donnez des bulles de texte aux personnes. Regardons l'image. Si les élèves arrivent à reconnaître la France, je doute qu'ils reconnaissent l'iconographie républicaine et déchiffrent les détails. Le bonnet phrygien, l'accord d'abondance, la couronne de laurier, tout simplement parce qu'ils n'en savent rien. On court le risque que les bulles de texte propagent les sentiments des élèves. Et nous voilà en face d'un exemple où l'analyse fait défaut en faveur d'un jugement probablement anachronique. Le professeur aura beaucoup à expliquer, ce qui est contraire à l'idée d'un travail en groupe autonome. Mais on pourrait s'inspirer de la manière dont les manuels français présentent cette image. Voilà le cours de Sébastien Cotte, publié chez Nike. Les détails clés, mais difficiles à comprendre, sont expliqués et les élèves doivent établir le rapport avec les propos de Jules Ferry. Certes, pas de jugement, pas du niveau d'exigence 3, mais une analyse solide qui sert à comprendre. Pour terminer, je vais vous présenter un exemple d'inspiration réciproque. Le nouveau cours de contrainte de 2016 m'a beaucoup surpris. Si bien que j'ai tout de suite écrit à mes collègues co-directeurs du manuel franco-allemand, Guillaume Lecontrec et Daniel Henry. Daniel a été un auteur du nouveau cours de Lecontrec et Guillaume est le directeur. J'ai écrit ceci. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une publicité de Nathan qui présente le nouveau cours de Lecontrec. La rubrique « Travailler autrement » a particulièrement attiré mon attention parce qu'il y a des exercices comme participer à un travail collaboratif, préparer un documentaire, jeu de rôle, concevoir un quiz. En travaillant sur le manuel franco-allemand, on n'était pas toujours d'accord sur cette sorte d'exercice. Parfois, vous deux, Daniel et Guillaume, vous avez objecté que ces exercices étaient trop ludiques. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Guillaume m'a répondu ceci. Cette rubrique, Travailler autrement, a été conçue par une de mes auteurs, Juliette Henro, qui enseigne l'histoire non anglaise et qui est inspirée par les méthodes anglo-saxonnes. Quel beau mot, hein? Elle est inspirée par les méthodes anglo-saxonnes. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait, certainement parce que l'expérience du manuel franco-allemand m'a longuement préparé à cela, point d'exclamation. Je n'entre pas dans les détails du nouveau cours de contrainte, mais la rubrique « Travailler autrement » est tout à fait réussie. Elle représente un bel exemple de transfert culturel sans nier ou trahir ses propres traditions. Le cours de contrainte est un manuel français, mais qui s'inspire des traditions des autres. J'aurais beaucoup aimé vous présenter un exemple allemand pour un tel transfert culturel. Mais, hélas, autant que je vois, il n'y en a pas. Ce constat me fait un peu mal, car il jette une lumière peut-être trop crue sur la didactique allemande, qui est certes très élaborée, mais qui s'occupe trop d'elle-même. Si nous le voulons, nous pouvons profiter l'un de l'autre, mais il faut le vouloir. Merci de votre attention. Alors, avez-vous des questions? C'était extrêmement intéressant.
Et j'avoue que l'analyse comparative entre les manuels français et les manuels allemands, les manuels en fait sont toujours au cœur des discussions qu'on peut entendre, a fortiori dans une campagne électorale, parce que les gens qui parlent de nos programmes confondent souvent ce qui est écrit dans le programme et le manuel qui est une manière de mettre en forme ou voire d'interpréter le programme. Et on oublie souvent que c'est un outil qu'on peut utiliser comme on le souhaite, en modifiant le contenu. Il m'arrive fréquemment, lorsque la page documentaire me convient pour les documents qu'elle présente, de modifier le questionnement dont je trouve qu'il n'est pas adapté en fonction de ce que je veux faire avec les élèves ou ce que je veux justement leur faire faire. Pas de questions? J'ai juste une petite question technique qui toujours pose problème aux collègues et à moi-même. Donc, dans l'exemple que vous avez donné, donc chaque groupe travaille. Alors d'abord, est-ce qu'il travaille en classe ou est-ce qu'il travaille chez lui? En classe. En classe. En classe. Donc vous estimez qu'entre le temps de travail en classe plus la restitution de chaque groupe, ça représente combien d'heures? Alors, pour la préparation, on donne 2 heures, c'est-à-dire une heure en Allemagne dure 45 minutes, donc 90 minutes. Et puis pour la préparation, les élèves doivent apprendre à parler d'une manière pertinente, c'est-à-dire je donnerai 10 minutes à chaque cours, pas plus. Et il faut savoir vraiment se concentrer sur l'essentiel et pouvoir faire apprendre aux autres d'écouter. Hein. Mais ensuite, il y a le professeur qui fait une reprise. Pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que en tant que professeur, je surveille un peu les groupes qui sont en train de travailler. Et si je vois que les élèves n'arrivent pas à déchiffrer tel ou tel document, par exemple ce que je vous ai montré, cette image du petit journal, alors je l'aide, évidemment. Mais faire une reprise, alors si les élèves ont tout dit, pourquoi faire une reprise? À quoi bon? Pour dire encore, alors moi, je suis le prof et je suis le plus important et vous avez accepté ce que je dis. Non, seulement s'il y a vraiment des fautes grossières, évidemment, là il faut intervenir. Mais si les élèves ont assez bien fait leur présentation, on peut dire oui, mais évidemment, on va louer, on va dire ce qui a été très bien, oui, ou ce qui n'est pas tellement réussi. Mais d'abord, on commence à louer ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire cette façon de parler librement devant les caméras, c'est déjà quelque chose. Hein. On ne rentre pas trop, je ne vais pas trop reprendre ce que les élèves ont dit. Si tout va bien, si on a des fautes grossières, évidemment, mais sinon, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que dans quel procédé je vais valoriser le travail des élèves et leur donner une certaine conscience d'eux-mêmes. S'ils font un exposé, après le prof reprend tout ce qu'ils vont dire, il dit, mais pourquoi faire cet effort-là si le prof après reprend tout ce que j'ai dit, hein? Et la chef des groupes n'est rien fait? Quand on fait en classe, je suis là, je surveille, et alors ils vont faire quelque chose, oui, bien sûr. Et évidemment, ça dépend évidemment des effectifs. Les effectifs des classes. Alors, si on a la malchance, on a des classes d'une trentaine d'élèves. Si ça va plutôt bien, on a autour de 25 élèves, parfois seulement 20. Donc ça va très bien. 4 groupes à 5 personnes, 6 groupes à 6 personnes, formidable. Mais si les effectifs des classes sont plus importants, évidemment, ça pose problème. Oui. On peut donner des exemples. Si quelqu'un ne travaille pas, on donne une note 5. Alors, la note 5, c'est la note la plus mauvaise. Et oui, c'est une menace. Je peux menacer, si tu ne travailles pas, tu auras une mauvaise note. Alors, mets-toi à travailler. Oui, mais c'est vraiment l'ultime moyen d'intérêt des élèves, en montrant à quel point ça peut être intéressant de déchiffrer telle ou telle source, telle ou telle image, de travailler ensemble avec
les camarades et non pas avec moi, parce que moi j'ai toujours raison, ma profession, hein. Et les élèves entre eux, ça fonctionne souvent beaucoup mieux, parce que c'est un discours d'égal à égal. Donc il n'y a pas cette hiérarchie qui est là-dedans. Hein. Moi, en tant que docteur Benny, le professeur explique. Voilà. Est-ce que l'on pourrait dire que la méthode allemande est, je ne dirais pas peut-être inspirée, mais proche des méthodes Freinet? Oui, on pourrait dire ça, oui, bien sûr, oui. Parce que ce que je viens de dire, cela s'est développé dans les années post-68. Et oui, la pédagogie de la réforme, évidemment, ça joue là-dedans, oui. Oui, on pourrait le dire. Les méthodes Freinet est assez libérale. Assez libérale, oui. Alors, l'école allemande est trop possible. Mais parmi les exemples, je voulais plutôt mettre l'accent sur les déficits de cette méthode-là. Et je suis assez sceptique à donner trop de liberté aux élèves. Ce que j'ai appris en travaillant sur le manuel franco-allemand, c'est qu'il nous faut plutôt un croisement de nos deux traditions enseignantes. Car là où les Allemands sont forts, les Français sont plutôt faibles et vice-versa. Un plan à la française, c'est quand même quelque chose de formidable, je trouve. Cette clarté, cette structure, les élèves français en général savent vraiment construire des textes, rédiger un texte. Et les élèves savent discuter, ils savent même discuter des sujets qu'ils ne connaissent pas. Ah. On doit dire que les tacticiens disent les gens ne vont pas écrire des plans dans, dans leur vie, mais ils vont discuter souvent. Ouais. Voilà. Sans aucun plan. Et donc, il arrive ce que M. Stuberis a montré, que des anachronismes, que des jugements de valeur, et on doit dire, il y a quelques collègues qui trouvent cela pas si mauvais que ça. Et là, vraiment, il y a quelque chose où la didactique allemande pourrait s'inspirer des pratiques utilisées en France. Là, évidemment, le problème linguistique, la plupart des didacticiens allemands ne parlent pas, ne lisent pas le français et vice-versa. Joanne. Une petite remarque pour nos collègues qui ne sont pas habitués, mais les élèves allemands ne sont pas les mêmes que les nôtres, hein, même si maintenant en Allemagne on connaît aussi les soucis que nous on connaît depuis 30-40 ans. Les élèves allemands ils sont sélectionnés après l'école primaire, hein, c'est-à-dire que les élèves qui vont au lycée, enfin le gymnasium, sont l'élite. Oui, attention, l'exemple du colonialisme, ce manuel est un manuel pour le Gesamtschule. Ce n'est pas un manuel qui est destiné à l'usage au lycée. Donc le Gesamtschule, ça correspond au collège en France, où tous les élèves travaillent ensemble. Et si on donne les possibilités de travailler librement aux élèves, même aux faibles, j'ai souvent fait l'expérience qu'ils grandissent à cette tâche-là et qu'ils arrivent à donner des résultats. Moi-même, j'enseigne aussi, non pas dans des lycées classiques, mais dans des lycées du soir, c'est-à-dire j'enseigne des jeunes adultes qui travaillent pendant la journée, le soir ils veulent rattraper le bac. Ce sont des gens qui n'ont aucune formation universitaire, académique, qui n'ont surtout pas de famille académique universitaire. Non, ce sont vraiment des couches, ce qu'on appelle en allemand Bildungsferne Schichten, donc des couches sociaux très éloignées de toute formation. Et quand on donne de la liberté à ces gens-là, ils arrivent à travailler d'une manière autonome. Mais il faut les encadrer. Et cet aspect encadré, là, par exemple, établir un plan. Dans le manuel franco-allemand, il y a aussi exemple ein Aufsatzplan, une preuve écrite. Et là, on explique très bien comment faire un plan. Et souvent, j'utilise cette double page avec les élèves, avec la version allemande évidemment, pour savoir structurer ses propos. Parce que cela n'est pas appris
pas assez appris dans les cours d'histoire en Allemagne. L'essentiel, c'est que les élèves discutent et qu'ils lancent un jugement. Voilà. Mais parfois, ce sont vraiment des conneries qui arrivent. M. Stukovic en a donné l'accent. Oui, c'est vrai que le problème, comme tu l'as dit, c'est les effectifs. Moi, aujourd'hui, dans mes secondes, je suis à 36 élèves. 36. 36, j'ai un collège à 37 élèves. Le recrutement a changé. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes élèves qu'il y a 10 ans, simplement. Moi, par rapport à l'année où je suis rentré au lycée, dans mon lycée centre-ville, qui est un lycée prestigieux, centenaire, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes classes. Mais par contre, je te rejoins, travailler autrement avec ces élèves-là, ben, ça fonctionne. Parce que, au départ, j'étais absolument réticent, hostile à les faire travailler comme ça, sur les, comme tu dis, par petits groupes et tout. Et maintenant, j'y viens et je m'aperçois que cela fonctionne. Parce que, comme tu dis, un peu comme tes élèves qui sont fermes, on ne peut plus travailler comme avant. Travailler aujourd'hui en cours magistral, pour moi, c'est la révolution les 10 minutes. C'est terminé, ça. On est passé à autre chose. Il faut passer à autre chose. On peut toujours regretter, déplorer, pleurer, mais il faut trouver d'autres modalités. Et moi, la chance que j'ai dans le franco-allemand, c'est justement que j'ai pu avoir de temps en temps devant moi des expériences où être initié et les proposer en classe, parce qu'en fait, c'est des solutions qui permettent de sortir un peu du carcan frontal, agression, agressivité, je ne travaille pas. Donc tu as raison. Et la question centrale pour nous en France, c'est toujours, et c'est marqué dans tous les rapports PISA, c'est la question des effectifs. Et tous les rapports PISA montrent que les élèves se plaignent d'une chose en France, c'est le bruit dans les classes. Tous les élèves le disent, et ça n'apparaît jamais dans les rédactions, dans les articles sur les rapports PISA en France. C'est la première plainte des élèves, c'est qu'il y a trop de bruit. On ne peut pas travailler, on n'entend pas le professeur. Le professeur n'est pas respecté. Et dans tous les articles de presse en France, soit un journal de droite ou de gauche, on ne parle jamais. Et la question centrale, elle vient là. À 25, on fait moins de bruit qu'à 36. C'est évident. Voilà. Seulement le travail autonome mal encadré, ça fait aussi beaucoup de bruit dont on peut. Rainer a tout dit. Rainer a dit c'est l'encadrement et c'est les effectifs. Je crois qu'on est dans le cercle magique de l'éducation qui fonctionne. C'est des effectifs mesurables et mesurés et un encadrement. Et d'ailleurs, il faut qu'on apprenne à faire ça. Parce que nous, on n'apprend pas à faire ça. À l'ESPO, on n'apprend pas à faire ça. Dans les EFM, on n'apprend pas non plus. Il faut apprendre à encadrer, à travailler autrement. Mais pas avec 38 élèves. Parce que vous avez 38 élèves l'année prochaine. C'était une part important dans la formation pédagogique. Ce que M. Bongadman a fait avec les jeunes collèges. Dans ce stage pédagogique qu'on appelle référendariat, là, on apprend toutes ces pratiques pédagogiques, comment parler aux élèves, comment les encadrer, comment les motiver, comment les discipliner, tout cela. Donc, c'est les outils de notre profession. Oui. On n'apprend pas à l'université, bien évidemment, non. Et ce stage pédagogique dure 18 mois en Allemagne. Donc, dans 18 mois, on est peut-être apprenti, parfois on enseigne librement, parfois on accompagne un professeur expérimenté, et après ces 18 mois, il y a l'examen final qui donne une note, et en fonction de cette note, on pourra trouver les débouchés. Oui.